Mes parents ont toujours eu un favoritisme flagrant. Ils ont volé ma voiture, puis l'ont donnée à mon frère. Alors, j'ai eu un plan. Et ça a déclenché une tempête que personne n'avait vu venir au tribunal. Moi, un homme de 22 ans, j'ai toujours vécu dans l'ombre de mon frère. Mon petit frère Julien, 21 ans, a toujours été traité comme si c'était un cadeau du ciel à l'humanité. Alors que moi, j'étais juste l'enfant invisible dont tout le monde se fichait. Ça a toujours été comme ça depuis qu'on est petit. Je me souviens encore de cette fois en 4e où j'ai gagné le premier prix à la foire scientifique du district. J'ai passé des semaines à construire un système de filtration d'eau solaire super efficace. Quand je suis rentré à la maison avec le ruban bleu, Martine m'a juste dit « C'est bien, mon chéri ». Puis, elle est retournée aider Julien à faire une affiche pour son projet d'histoire géo qui était à rendre le lendemain. Il a eu un C++ dessus et ils l'ont emmené manger une glace pour fêter son travail. Noël chez nous, c'était toujours une blague. La pile de cadeaux de Julien montait jusqu'au plafond. Tous les derniers gadgets, les plus beaux vêtements, tout ce dont il avait envie depuis 6 mois. Ma pile à moi. Que des trucs pas chers, peut-être une chemise à carreaux si j'avais de la chance, et parfois quelque chose d'utile pour mes projets. Les cadeaux pratiques, disait Martine, avec son petit sourire suffisant, comme si elle méritait une médaille, pour m'avoir acheté des gants de travail pendant que Julien recevait une Nintendo. Alain était toujours dans le jardin avec Julien à lui apprendre à lancer un ballon ou à faire ses projets scientifiques. Moi, j'étais seul dans le garage à regarder des vidéos YouTube pour apprendre à réparer des trucs parce que personne n'avait le temps de me montrer. Quand je demandais de l'aide à Alain, c'était toujours « dans 1 minute ». 1 minute qui a duré des années. J'ai fini par arrêter de demander. Le favoritisme du Golden Boy allait bien au-delà des cadeaux et de l'attention. Julien pouvait carrément abîmer la voiture de Martine et il haussait les épaules. « Ça arrive, mon chéri. » Moi, je rentrais 5 minutes après le couvre-feu, après un service tardif à la quincaillerie, et j'étais privé de sortie 2 semaines. Une autre planète, d'autres règles, quand tu es le préféré. À 16 et 14 ans, Julien a eu une période où il empruntait mes affaires sans demander. Une fois, il a pris mon iPod pour l'école et des gamins lui ont volé dans son sac. Quand je me suis énervé, mes parents m'ont dit qu'il fallait que je sois compréhensif parce qu'ils traversaient une période difficile. La période difficile, c'était juste qu'ils n'avaient pas été pris dans l'équipe de basket. Ils ne l'ont jamais remplacé, mais 2 semaines plus tard, Julien en avait un 9 pour écouter de la musique pendant ses entraînements. J'ai compris très tôt que personne à la maison ne serait là pour moi à part moi-même. Donc, j'ai fermé ma gueule, baissé la tête et bossé comme un dingue. J'ai eu mon premier boulot à laver la vaisselle dans un petit resto crado. J'ai économisé chaque centime et j'ai appris des métiers avec YouTube et les vieux gars à la quincaillerie où j'ai fini par être embauché. Je n'avais pas besoin de leur validation de toute façon. Mes parents avaient un angle mort exactement à ma taille et ma forme. Ils pensaient toujours à acheter les céréales préférées de Julien, mais oubliaient que j'étais allergique aux cacahuètes. Ils faisaient 4 heures de route pour voir un match régional de Julien, mais ne pouvaient pas venir à ma remise de diplôme parce que c'est trop long et il n'y aura pas de place pour se garer. On dirait que j'invente, mais c'est la vérité. C'est comme vivre dans une sitcom tordue où je suis le figurant qu'on oublie. Le « Ah oui, il y a l'autre aussi ». Le pire, c'est que Julien était aussi insupportable que mes parents à sa façon. Gâté égoïste, fier de son statut de préféré. Il me le faisait sentir tout le temps. Martine dit oui à moi, mais sûrement non à toi. Il souriait en coin quand on était gosse, ou il cassait mes affaires et jouait les innocents quand je râlais. Au lycée, j'avais accepté ma place dans la hiérarchie familiale. Baisser ses attentes, c'est moins de déception. Je me concentrais sur ce que je pouvais contrôler. Mes notes, mes boulots, mes amis, mes projets. Voilà comment Papy Jean, 72 ans, arrive dans l'histoire. C'était le seul qui m'a vraiment vu. Ironiquement, c'était le père d'Alain, un ancien marine, et un vieux mécano, capable de démonter un moteur les yeux fermés. Une légende avec ses mains. Pendant qu'Alain et Martine encourageaient Julien à ses matchs ou ses spectacles, moi, j'étais dans le garage de Papy Jean à apprendre à changer l'huile, remplacer des bougies et à démonter des carburateurs.
C'étaient les seuls moments où j'avais l'impression que quelqu'un se souciait vraiment de moi. « T'as de l'or dans les mains, fiston », me disait-il en bricolant à côté de moi sur n'importe quelle vieille bagnole. Ton père n'a jamais eu la patience pour ça. Toujours trop occupé à courir après la prochaine promotion, le prochain gros truc. Ma? Non. Il secouait la tête comme s'il comprenait pas où il avait loupé son fils. Papy John voyait clair dans le favoritisme de mes parents. Une fois à 15 ans, ils ont carrément oublié mon anniversaire. Totalement oublié. Ils savaient que la veille, Julien avait une compétition de natation et toute la famille devait venir. Martine a dit « Ah, c'est ton anniversaire demain. Non, on fêtera ça le week-end prochain. » Même pas de gâteau. Quand Papy John l'a su, il était furax. Il est venu chez nous le soir même avec une boîte à outils emballée dans du journal. À l'intérieur, un superbe jeu de tournevis de précision que je regardais depuis des mois. « Joyeux anniversaire, gamin !» il a dit fort pour que mes parents entendent de la cuisine. Tous les anniversaires méritent d'être fêtés dignement. À chaque Noël, pendant que je déballais les cadeaux utiles de mes parents chaussettes fournitures scolaires, Papy John me filait en cachette des vrais cadeaux de bons outils, la plupart que j'utilise encore aujourd'hui. Une année, mes parents se sont plaints. Martine a osé dire « Il n'a pas besoin d'être pourri gâté, Jean. » Comme si un coffret d'outils valait le nouvel iPhone que Julien venait d'ouvrir. Papy John l'a regardé comme si elle était débile. « Reconnaître un talent, c'est pas gâter, c'est investir », a-t-il lancé avant de me faire un clin d'œil. À 18 ans, Papy John a été diagnostiqué Parkinson. Sale nouvelle. Il ne pouvait plus conduire, alors il m'a appelé un week-end pour me dire qu'il avait quelque chose pour moi. « C'est pas beau, mais il y a du potentiel », disait-il toujours. Je suis allé chez lui en Bretagne, pensant qu'il allait me donner ses vieux outils. Mais non, il y avait une Mustang Fastback 1967 sur son allée. Var Highland délavait plus de rouille que de peinture siège, déchirait un moteur qui faisait des bruits bizarres. Mais pour moi, c'était la plus belle chose du monde. Papy John m'a tendu les clés et m'a dit qu'il la gardait pour moi depuis que j'avais 12 ans. Il avait vu comment mes parents me traitaient et voulait que j'aie enfin quelque chose à moi. Il comptait la restaurer lui-même, mais ses mains ne suivaient plus avec le Parkinson. Alain n'a jamais apprécié les vraies voitures, a-t-il dit en caressant le capot. Mais toi, tu lui redonneras vie. Amené. Maman. J'avoue, j'ai dû détourner la tête 1 minute. J'avais les larmes aux yeux. Quand je suis rentré à Bordeaux avec cette épave, mes parents ont rigolé en la voyant. Alain n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « Ne gaspillez pas ton argent là-dedans », a-t-il lâché. Pour lui, ce n'était qu'un tas de ferraille. Martine s'est plainte des taches d'huile sur le béton. Mais Julien, lui, il avait les yeux qui brillaient, comme à Noël. « Waouh, ça va être dingue quand elle sera refaite. Papy John ne me l'a jamais montré, a-t-il dit. Et pour une fois, j'avais quelque chose qu'il voulait et qu'il ne pouvait pas obtenir en pleurnichant. Pendant 1 an, j'ai passé tout mon temps libre sur cette voiture. Chaque salaire partait dans les pièces après le loyer et la bouffe. J'ai appris à souder, à refaire le moteur grâce à YouTube et au forum. J'avais les mains noires de graisse en permanence, les ongles jamais propres, les bras couverts de petites brûlures. Ma chambre débordait de manuels techniques et de schémas électriques imprimés. Je m'endormais en pensant au calage des soupapes et je me réveillais en planifiant la carrosserie. Quand c'était trop dur à la maison, j'allais dans le garage pour m'évader. Travailler sur une voiture, c'est presque méditatif. Quand t'es dans la zone, il n'y a que toi et la machine. Tout le reste disparaît. J'ai cherché des pièces à la casse sur les forums dans les bourses d'échange. J'ai refait le moteur 390 V8, moi-même, pièce par pièce, poncé la carrosserie jusqu'à la tôle, réparé la rouille, en apprenant à souder et à former la tôle. J'ai peint la voiture dans l'atelier de l'oncle d'un pote, après les heures, troqué des heures de travail contre du temps de cabine, refait l'intérieur tout quoi. Le jour où j'ai enfin fait tourner le moteur correctement, ce grondement du V8 qui prend vie, j'ai eu l'impression que tout mon travail avait payé. La peinture Highland Green brillait au soleil. Oui, j'ai choisi la couleur Bullet. Et alors, l'intérieur cuir noir sentait le renouveau. Quand j'ai fait mon premier vrai tour fenêtres ouvertes, moteur rugissant, j'avais enfin quelque chose à moi.
quelque chose que j'avais construit de mes mains et que personne ne pouvait me prendre. C'était mon accomplissement, ce que personne ne pouvait m'enlever. Quand on grandit en étant l'enfant ignoré, on n'a pas l'habitude que les autres veuillent nos affaires. Personne ne voulait emprunter mes fringues ou mes jeux, vu que pour eux, Julien avait toujours mieux. Alors je ne m'attendais pas à ce qui allait arriver, quand pour une fois j'avais quelque chose qui faisait vraiment envie. Et Julien, il crevait d'envie pour la Mustang. Après que la Mustang ait tourné nickel, Julien n'a plus arrêté d'en parler. À chaque fois que je la sortais, il était à la fenêtre comme un gosse devant le camion de glace. Quand je rentrais, il courait au garage. Je peux juste m'asseoir dedans 2 minutes. Au début, ça ne me dérangeait pas. Ça me faisait presque plaisir qu'au moins quelqu'un apprécie mon boulot. Mes parents, eux, s'en fichaient. Alain râlait que mes outils prenaient de la place. Martine faisait des remarques passives sur l'argent jeté par les fenêtres au lieu d'économiser pour un vrai avenir. Mais les demandes de Julien sont vite devenues agaçantes. C'est passé de « je peux m'asseoir dedans » à « je peux l'emmener au bal de promo juste une nuit. Je ferai super attention. Laisse-moi l'emmener à la plage ce week-end. » Mon pote hallucinerait si je venais le chercher avec, toujours avec cette voix d'enfant gâté, comme si c'était normal de dire oui à Julien. J'ai toujours dit non pas pour être méchant, mais parce que je connaissais Julien. Ce gamin qui a cassé 3 téléphones en 1 an, qui a emprunté les clubs de golf d'Alain pour une après-midi et en a perdu la moitié. Celui qui ne prend jamais soin de rien parce qu'on lui remplace tout quand il casse. Il n'a jamais eu à être responsable. Et vous croyez que je vais lui confier ma Mustang restaurée à la sueur de mon front? Jamais de la vie. La tension montait. Julien levait les yeux au ciel à chaque refus. C'est juste une voiture, t'es vraiment coincé? Juste une voiture? Comme si je n'avais pas passé 1 an dessus. Puis mes parents ont commencé les petites réflexions au dîner. Tu sais, partager, c'est important entre frères. Cette voiture ne sert à rien dans le garage. Chez nous, ce que Julien veut, Julien a. Mais cette fois, je tenais bon. Alain a essayé la culpabilisation. Tu sais, à ton âge, je partageais tout avec mes frères, c'est ça la famille. J'ai failli éclater de rire. Lui qui cachait ses snacks dans son bureau pour pas partager avec nous. J'ai répondu, à ton âge, t'as déjà reconstruit une voiture de collection de A à Z en bossant à côté de tes études. Silence 5 minutes. Martine a tenté une autre approche dans la cuisine avec sa tasse et son air faussement inquiet. Mon chéri, je m'inquiète de te voir autant attaché aux choses matérielles. Ce n'est que du métal et du caoutchouc. Les relations, c'est ça qui compte. C'est drôle cet argument, mais que quand il s'agit de Julien, tout a explosé quand Julien a été accepté à l'Université de Bordeaux. Mes parents ont organisé une énorme fête, invité tout le monde. Tant mieux pour lui, mais c'est pas comme s'il avait eu Harvard. Une fac à 70% d'admis, il est passé grâce à ses notes moyennes et le réseau d'Alain. Mais bon, je l'ai félicité. Au dîner, Alain s'est levé et a annoncé une surprise à Julien. Il a expliqué qu'il lui faudrait une voiture pour aller à la fac à 40 minutes de la maison et m'a regardé droit dans les yeux. Il pensait, moi, que je devrais laisser Julien utiliser la Mustang pendant ses études. Toute la table s'est tournée vers moi attendant que je sourie et dise « oui, comme d'habitude », comme si j'allais dire « prends la seule chose qui compte pour moi, aucun souci ». J'ai juste dit « non, ça n'arrivera pas ». 3 mots. On aurait dit que j'avais proposé de sacrifier le chien de la famille. Silence total. Alain a tenté de temporiser. On en reparlera plus tard. Mais j'ai coupé court. Il n'y a rien à discuter. C'est ma voiture. Point. Martine m'a traité d'égoïste parce que Julien avait besoin d'une voiture fiable à ce moment important, comme si la face était plus importante que mon existence. J'ai répondu qu'il n'avait qu'à lui acheter une voiture comme ils lui ont toujours tout acheté. Là, Alain a pété un plomb, a tapé sur la table, a failli renverser la saucière et m'a traité de ridicule à propos d'une simple voiture. Je me suis levé et j'ai enfin sorti tout ce que je gardais depuis des années. Je leur ai dit que c'était ma voiture, que je l'avais reconstruite, que j'avais la carte grise, que je l'avais payée et que je n'allais pas la donner à Julien juste parce qu'il la voulait. J'ai dit que pour une fois, ils pourraient dire non à leur petit prince.
Peut-être que Julien pourrait apprendre ce que c'est que de travailler pour quelque chose au lieu de tout recevoir sur un plateau. Martine me regardait comme si elle n'en revenait pas que je tienne tête. Alain était cramoisi. Julien faisait la moue furieux que sa stratégie habituelle ne marche pas. Je suis parti avant qu'il dise autre chose. Le lendemain matin, Alain a tenté encore. « Écoute, fiston, je comprends que tu as bossé sur cette voiture. Et si on te compensait, on pourrait mettre de l'argent pour un autre projet pendant que Julien prend la Mustang. Il en a besoin maintenant. » J'ai ri. « Tu ne comprends pas, ce n'est pas l'argent. Je veux ma voiture, celle que j'ai déjà reconstruite. Et ne recommence pas avec ton « c'est qu'une voiture ». Non, c'est bien plus que ça pour moi. » Il a retenté la culpabilité. « Julien a une opportunité, ça peut changer sa vie. Tu ne veux pas le meilleur pour ton frère. » J'en avais marre. « Et moi, Alain, tu t'es déjà demandé ce qui est bon pour moi. » Son regard voulait tout dire. Il n'y avait jamais pensé. Les semaines suivantes ont été tendues. Martine me faisait la tête comme si j'étais le problème. Alain distillait ses petites piques sur l'esprit d'équipe et le sacrifice familial. Julien oscillait entre boudin et fausse gentillesse. Je me suis concentré sur mes cours. Mon travail, j'ai commencé à chercher un appart, même si les loyers à Bordeaux étaient fous. Mais je préparais mon plan. Je pensais qu'il finirait par acheter une voiture à Julien comme des parents normaux. Mais non, pourquoi payer quand ils peuvent juste prendre la mienne? Une semaine après, j'ai reçu un appel de tante Élise en Bretagne. La santé de Papy Jean s'était sérieusement dégradée. Le Parkinson empirait et les médecins avaient trouvé d'autres soucis cardiaques. J'étais paniqué. J'ai prévu direct de monter le voir. 6 heures de route, je pensais rester le week-end. J'ai prévenu mes parents, même si on se parlait à peine depuis le clash. Martine a juste dit de donner leur bonjour à Papy Jean. Alain a râlé sur le boulot. Classique. J'étais en colère. Il se fichait de Papy Jean. Mon pote Bastien, qui adorait ces histoires, voulait venir aussi. Il m'a proposé de conduire. J'ai toujours voulu rencontrer ce vieux monsieur légendaire. J'ai pensé à prendre la Mustang, mais les routes en Bretagne au printemps sont un enfer plein de nids de poules. Je voulais pas bousiller le châssis refait. Et puis, le pick-up de Bastien chauffait mieux. Alors, on a pris le sien. En arrivant en Bretagne, mon humeur a changé. Papy John était mal en point. Voir ce vieux marine costaud qui me portait sur ses épaules, incapable maintenant de tenir une tasse, ça m'a retourné. Son corps lâchait, mais il avait encore toute sa tête. « T'en as mis du temps », a-t-il râlé en rigolant. On est resté avec lui, il a raconté ses souvenirs de guerre. Bastien buvait ses paroles. Ça lui a fait du bien, même pour un moment. Bastien a dû repartir bosser, mais moi, je suis resté. L'état de Papy Jean était pire que je croyais. Je dormais sur un lit de camp dans sa chambre, je l'aidais à bouger à manger. On a eu de vraies discussions ces 2 semaines-là. Il a demandé pour la Mustang, bien sûr. Je lui ai montré les photos finies sur mon téléphone, ses yeux brillaient. « Putain, mon gars, t'as fait du super boulot. Je suis fier de toi, fiston. » Puis, il a demandé pour Alain et Julien. Il a tout de suite capté mes réponses évasives. « Ils te font des histoires pour la voiture, non? » J'ai hoché la tête. Je lui ai raconté le coup de Julien et le clash. Il a juste secoué la tête. Alain n'a jamais compris la valeur du travail manuel, toujours la facilité. Puis il m'a fixé droit dans les yeux. « Tu cèdes pas. Cette voiture est à toi. Tu l'as construite. Tu la gardes. » J'ai promis. Après presque 2 semaines, Papy Jean a enfin été assez stable pour que je rentre. L'infirmière avait trouvé un bon rythme. Tante Élise venait tous les jours. Je suis rentré en bus crevé. J'ai pris un Uber à Bordeaux. Personne de la famille n'a proposé de venir me chercher, même si j'avais envoyé mon heure d'arrivée. En arrivant chez nous, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. La Mustang n'était plus dans le garage. J'ai cru qu'Alain l'avait déplacée pour bricoler sur sa propre voiture. J'ai vérifié dehors dans la rue, rien. Je suis entré furax et j'ai trouvé Martine dans la cuisine. « Où est-ce ma voiture? » Elle a sursauté, puis a tenté de changer de sujet. « Oh, tu es rentré. Comment va ton grand-père? »« Où est ma Mustang? » J'ai insisté. Elle évitait mon regard, s'est soudain passionnée pour la vaisselle. Julien l'a emmené à la fac. Il avait besoin d'une voiture.
Et comme tu n'étais pas là, j'ai eu froid. Il l'a prise après que j'ai dit non sérieusement. Alain est arrivé, il savait très bien ce qu'il se passait. Écoute, il a commencé avec sa voix d'avocat. On a essayé de t'appeler, mais le réseau passait mal là-bas. J'ai répondu. J'avais du réseau tout le temps. Je vous ai envoyé des nouvelles tous les jours. Vous n'avez pas appelé parce que vous saviez ce que je dirais. Alain a enchaîné. Ce qui est fait est fait. Julien a plus besoin de cette voiture que toi en ce moment. Moi, je fais quoi? J'existe pas. C'est ma voiture. Je vais la chercher à la fac. Ça va être compliqué, dit Alain. La carte grise a été changée. Légalement, c'est la voiture de Julien. J'ai cru mal entendre. Vous avez fait quoi? Je vous jure, mon cerveau a pris une capture d'écran. Il l'a dit comme s'il parlait de la météo. C'est plus logique qu'il en profite en ce moment. Et vous avez changé la carte grise. Comment sans ma signature? Ils se sont regardés, tout était clair. Eh bien, vous avez imité ma signature. Vous êtes sérieux, c'est illégal. Arrête d'être dramatique, a craqué Martine en laissant tomber son masque. On est tes parents, on a juste pris la bonne décision. J'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à composer. Tu appelles qui? S'inquiète Martine. La police. Alain a essayé d'attraper le téléphone. Sois pas idiot, tu vas le regretter. Je les ai regardés déjà en ébullition. Oui, quelqu'un va regretter, mais ce ne sera pas moi. Non. J'ai repris mon téléphone et je suis sorti. J'ai appelé Bastien, il est venu illico me récupérer. Mec, t'as vu un fantôme ou quoi? Je lui ai tout raconté. Mais c'est quoi ce délire? Il m'a hébergé cette nuit-là, j'étais trop en colère pour rentrer. Je voyais Julien rouler dans ma voiture fier comme un coq, mes parents pensant qu'ils avaient gagné. Plus j'y pensais, plus j'étais furax. Le père de Bastien, M. Lacroix, est rentré tard du boulot. Par chance, c'est un avocat. Bastien lui a tout expliqué, il s'est assis avec nous. Il m'a dit que c'était clairement illégal. Vol aggravé faux et usage de faux fraude, tout ça, c'est des délits graves. Il m'a prévenu, si je portais plainte, ma famille risquait gros. Mais franchement, j'en avais rien à faire. Qu'ils assument. Cette nuit-là, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Rentre qu'on en parle? Tu exagères. La famille d'abord. Je les ai ignorés. J'ai dormi tranquille, prêt à leur donner une leçon. L'opération Riposte a commencé le lendemain. Première étape, la préfecture, l'endroit le plus chiant du monde, mais ça valait l'attente. J'ai demandé les documents du changement de carte grise pour la Mustang. Et là, je vois ma signature sur les papiers à la date exacte où j'étais à l'hôpital en Bretagne avec Papy G. J'ai pris aussi l'ancienne carte grise, prouvant que la voiture était bien à moi signée par Papy Jean. Ensuite, j'ai fouillé tous mes dossiers chez mes parents quand ils étaient au boulot. J'avais gardé tous les reçus, les photos à vente, après toutes les preuves, que c'était mon projet depuis le début. J'avais même le contrat de vente entre Papy Jean et moi et des textos de mes parents reconnaissant que c'était mon projet. Monsieur Lacroix a eu l'idée de prouver que j'étais en Bretagne le jour du changement de carte grise. Astuce géniale. Je suis allé à la banque, j'ai récupéré la vidéo de la caméra ATM où on me voit retirer de l'argent à un distributeur en Bretagne le jour même où ma signature apparaissait à Bordeaux. J'étais à 500 km de la préfecture. Pendant tout ça, mon téléphone chauffait. Mes parents furieux, puis larmoyants, puis manipulateurs. « Si tu aimes ton frère, viens qu'on règle ça en famille. » Je n'ai plus répondu à rien. J'étais au-delà du point de non-retour. Avec toutes les preuves, M. Lacroix et moi sommes allés porter plainte à la police pour vol aggravé faux et usage de faux fraude. En sortant du commissariat, j'ai su que je franchissais une limite. Pour la première fois, je ne me laissais plus faire. Je ripostais. La justice est lente, mais elle avance. 3 semaines avant qu'il bouge. 3 semaines où mes parents multipliaient les messages désespérés. Arrête de faire l'enfant revient. Tu détruis la famille pour une vieille bagnole. Ou encore, tu fais une montagne d'une taupinière. Une taupinière. Ils m'ont volé ma voiture, falsifié des documents officiels, menacé quand j'ai réagi. Mais c'est moi qui exagère.
Je me suis occupé l'esprit bossé plus aidé. Monsieur Lacroix, en remerciement, cherchait un appart pour couper tout lien avec cette famille toxique. 3 semaines plus tard, l'enquêteur m'appelle. On passe à l'action. Des agents vont à la résidence universitaire de votre frère pour récupérer la voiture. J'avais le cœur qui battait à fond. J'étais persuadé que les flics allaient classer ça comme une histoire de famille, mais non. Sauf que la Mustang n'était pas là. D'après son coloc, Julien l'avait planqué chez un pote après avoir reçu des textos alarmistes de mes parents. Évidemment. Là, c'est devenu une affaire criminelle à grande échelle. Les flics ont retrouvé la voiture dans un box à l'heure de la fac louée sous un faux nom payé avec la carte d'Alain. Ils ont trouvé la Mustang bâchée, plaques d'identification enlevées. Le policier a dit que c'était la preuve qu'il comptait la revendre ou la faire disparaître. Enlever les plaques, c'est déjà un délit grave. Le lendemain, Julien a été arrêté pour recel et complicité. Mes parents ont été arrêtés au boulot pour faux usage de faux et entrave à la justice. Le journal local a sorti « Famille inculpée dans une affaire de vol de voitures de collection ». Il y avait même une photo de mes parents menottés au tribunal. Mon téléphone a explosé. Des cousins perdus demandaient ce qui se passait. Des amis du lycée voulaient savoir si c'était vrai. Mes parents, en panique, m'appelaient toutes les heures en pleurant pour que je retire ma plainte. Dans leurs rêves les plus fous, ça va ruiner l'avenir de Julien. Martine pleurait dans un message « Tu veux vraiment qu'il aille en prison ?» Alain me traitait de salaud, disait que les frais d'avocat allaient leur coûter la maison. Je n'ai jamais rappelé. Ils ont choisi de me voler. Qu'ils assument. Même la famille était divisée. Certains étaient horrifiés comme tante Élise. D'autres prenaient le parti de mes parents. La sœur de Martine m'a laissé un message haineux. « Tu détruis la famille pour une bagnole. » À quoi bon répondre? Au milieu de ce chaos, j'étais calme. Rien de ce qu'ils pouvaient dire ne m'atteignait plus. Toute ma vie, j'avais été le gentil, le raisonnable, celui qui encaissait tout. Et ça menait où nulle part. Le coup de théâtre, c'est Julien qui m'appelle du centre de détention. Pour une fois, il n'avait plus sa voix sûre de lui, il était paniqué. Il a tenté de raconter que c'était un malentendu, qu'il croyait que j'étais d'accord, puisque nos parents l'avaient dit. Je l'ai coupé net, arrête de mentir, tu savais parfaitement que je ne voulais pas. Il a fini par avouer. Il croyait que je n'irais jamais jusqu'à porter plainte, parce que la famille, ça se serre les coudes. Alain lui avait dit que ce n'était pas grave que j'étais leur fils, que la voiture était de toute façon gâchée avec moi, vu que je la bricolais plus que je ne roulais avec. Toujours la même mentalité d'enfant roi. Ensuite, il a osé me supplier de retirer ma plainte parce que ça va ruiner sa vie. J'ai éclaté de rire et je lui ai souhaité la bienvenue dans le monde et des conséquences, puis j'ai raccroché. L'affaire avançait. L'enquêteur m'a tenu au courant. Les preuves sont accablantes. Entre la signature falsifiée, la vidéo de l'ATM en Bretagne et les plaques enlevées, le procureur est confiant. Les avocats de vos parents veulent un arrangement. Bien sûr, mais cette fois, rien ne s'arrangerait. La justice est lente, mais elle arrive. En quelques mois, j'ai vu la réputation parfaite de ma famille s'effondrer. Pas d'arrangement. Julien a été condamné pour vol aggravé et altération de preuves. 8 mois de prison, 3 ans de sursis, 500 heures de travaux d'intérêt général. L'Université de Bordeaux l'a viré sur le champ. Aucune chance de recours. Mes parents n'ont pas eu mieux. Alain a pris faux usage de faux complicités, entrave à la justice. Martine, pareil, c'est elle qui avait imité ma signature. 8 mois de sursis, grosses amendes, 30 jours de prison ferme. Pas en fractionné le week-end comme il suppliait. Alain a perdu son boulot de comptable. Les cabinets n'aiment pas les fraudeurs condamnés. Leur réputation était détruite. En plus du pénal, l'assignation civile montée par M. Lacroix les a anéantis. Ils ont dû vendre leur maison pour payer avocats et indemnités. La dernière nouvelle, ils vivaient dans un appart miteux à peine de quoi finir le mois. Ils ont essayé de se déclarer en faillite pour échapper à l'indemnisation, mais le juge a refusé. Via leur avocat commis d'office, ils ont tenté une dernière fois prendre une deuxième hypothèque sur leur maison déjà vendue pour me rembourser la voiture si je retirais la plainte. Ils disaient qu'on était une famille, qu'on pouvait surmonter ça. J'ai répondu par une seule phrase via M. Lacroix.
On a cessé d'être une famille le jour où vous avez choisi Julien à ma place pour la dernière fois. La Mustang a été retrouvée dans le box. Le tribunal a ordonné qu'on me la rende avec indemnisation pour tentative de vol et préjudice moral. Il y avait une bosse sur l'aile, quelques rayures, rien que je ne puisse réparer. Pendant tout ce temps, j'ai habité chez Bastien et sa famille, mais il me fallait une vraie solution. Je ne voulais pas juste partir. Je voulais couper tout lien toxique. J'ai tout emballé, pas grand-chose, c'est fou ce dont on a vraiment besoin. J'ai quitté mon boulot et je suis parti vivre en Bretagne chez Papy Jean. Son Parkinson ne s'arrangeait pas et il avait besoin de quelqu'un de permanent, plus que tante Élise avec son boulot et ses enfants. Meilleure décision de ma vie. J'ai transféré mes crédits de fac dans une école locale, j'ai trouvé un job à mi-temps dans un atelier de restauration auto où mes compétences étaient reconnues. Le premier week-end, j'ai amené la Mustang voir Papy Jean. Il avait l'air très fatigué. Ça m'a brisé le cœur. Je l'ai aidé à sortir pour voir la voiture sous le soleil. Il a passé sa main tremblante sur l'aile. Son sourire, c'était tout. Il était si heureux que je sois venu vivre avec lui. Ces quelques mois avec lui étaient le meilleur pour nous deux. Je l'aidais à tout, je cuisinais, pendant qu'il me donnait des conseils sur les moteurs ou les soupapes. Le soir, on regardait des westerns, il s'endormait à la moitié, mais voulait que je lui raconte la fin le lendemain. Mes parents ont essayé de venir après la rechute de Papy Jean. Il a refusé de les voir. Je veux pas voir ces deux hypocrites. Papy Jean est parti dans son sommeil 6 mois après mon arrivée. J'étais avec lui la dernière nuit, je lui racontais la Charger 69 que l'atelier venait de recevoir. J'ai pleuré sa mort. Je pleure encore. Aux funérailles, ma famille est venue. Julien avait l'air d'un zombie après la prison. Mes parents étaient usés vieillis. Je les ai évités, même quand ils ont tenté de parler. Je n'avais pas confiance en moi pour ne pas faire de scandale. Papy Jean méritait mieux pour son dernier jour. Après la cérémonie, j'ai appris que Papy Jean m'avait tout laissé, la maison, les outils, ses modestes économies. Alain avait l'air d'avoir pris une claque quand le notaire a lu le testament. Il comptait sûrement là-dessus pour se sortir de leurs ennuis. Le notaire m'a donné une lettre de Papy Jean. La lettre commençait par « À mon vrai fils ». Il expliquait que ses derniers mois avec moi étaient les plus beaux de sa vie. Il me demandait de garder la Mustang en forme. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en la lisant. Je la garde encore dans la boîte à gants de la Mustang. Aujourd'hui, je vis toujours en Bretagne, dans la maison de Papy Jean. J'ai des amis solides, un boulot que j'adore, un avenir qui s'annonce enfin bien. Tous les dimanches, quand il fait beau, je prends la Mustang pour rouler sur les routes côtières. On continue la route. Quant à ma famille, ils m'ont recontacté souvent, supplié de les aider. Je les ai bloqués à chaque fois et je leur ai dit d'aller se faire voir. Cette porte est fermée et verrouillée.